On a intérêt à s'étonner de quelque chose qui nous concerne. Et la Terre nous concerne, je vais essayer d'expliquer pourquoi, et elle est étonnante. Et c'est pour ça, je crois, qu'une parole philosophique peut effectivement contribuer à ce processus immense de reterrestrialisation. D'être venu par ce beau temps écouter Patrice Maniglier, un philosophe qui va nous parler un peu d'actualité, si j'en crois le sous-titre de son dernier livre, qui s'appelle « Le philosophe, la Terre et le virus », sous-titré Bruno Latour, expliqué par l'actualité. Merci d'abord quand même aux organisateurs et aux organisatrices de ce très beau festival auquel je suis invité pour la première fois avec un très grand plaisir, et à l'équipe en particulier, non seulement au comité scientifique, mais aussi à tous les gens qui nous permettent d'être là, parce qu'à vrai dire, nous réinsérer dans les chaînes terrestres, c'est aussi, disons, dépasser une certaine coupure, on pourrait dire, entre le produit et la production. La manière dont nous vivons, ou plus exactement, ce dont nous profitons, peut-être que vous profitez ici d'un produit, qui sont des conférences, des paroles publiques, ce dont nous profitons ne peut exister que parce qu'il est inséré dans de très longues chaînes de production et de reproduction. Et donc c'est très important pour moi ici, encore une fois, de saluer tous les gens qui permettent matériellement, par leur insertion terrestre, de faire exister ces paroles publiques qui n'existeraient pas. On entre directement dans le sujet, à savoir que nous sommes donc terrestres et que rien de ce que nous faisons ne pourrait exister sinon en tant que nous sommes terrestres. Alors, je voudrais avant toute chose commencer à dire de quelle manière j'entends au fond mon intervention ici du point de vue de la philosophie. Tout de même un festival de philosophie. Qu'est-ce que la philosophie aurait à dire sur la Terre? Alors je dirais de manière pas très originale que je crois que la définition qu'Aristote avait donnée du principe de la philosophie, qui était l'étonnement, Thomas Zane, s'étonner, est véritablement pour moi le sens de cette activité. C'est-à-dire ce qu'on devrait demander aux philosophes, c'est en fait de nous rendre les choses plus problématiques, plus bizarres. S'il y a sens à parler de la Terre philosophiquement, c'est pour montrer que la Terre, c'est bizarre. Sinon, c'est pas la peine d'avoir une parole philosophique. Je crois qu'on ne doit pas demander aux philosophes d'apporter des solutions, mais d'intensifier un problème. Et à vrai dire, intensifier un problème, c'est intensifier la vie. Intensifier la manière dont nous sommes pris dans quelque chose. Alors, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, et dans le livre que Philippe et moi avons fait, donc La philosophie qui se fait, il y avait à la fin du livre la thèse sur laquelle la notion de terre, et ce que j'appellerais la condition terrestre, est un principe architectonique comme une clé de voûte pour l'ensemble des questions qui nous concernent aujourd'hui, des questions scientifiques, des questions politiques, des questions même éthiques, et que nous avons à réorganiser nos existences au regard de cette compréhension de notre terrestrialité. Alors ça, c'est un mot que j'ai inventé, c'est pas si compliqué comme mot finalement, je pense qu'il est prononçable, terrestrialité. Notre terrestrialité, si on en prend conscience, ou plus exactement si on en tient compte, c'est pas simplement une histoire de conscience, c'est une histoire de peser, laisser la Terre peser dans nos pratiques, la terrestrialité va nous conduire à changer, en vérité, toutes nos pratiques. Ça, c'est une thèse quand même assez forte. Nos manières de produire des connaissances, donc la science, donc il faut terrestrialiser les sciences. Comment refaire des sciences aujourd'hui à partir de cette compréhension que notre condition n'est pas la condition humaine, mais la condition terrestre. Ça doit aussi impliquer, à vrai dire, nos manières de vivre, enfin, de subsister, nos manières de nous alimenter, de nous loger. Je travaillais avec des architectes récemment. Prendre en compte la question de notre condition terrestre implique de bâtir ou ne pas bâtir autrement. Les structures de pouvoir, mais tout ce que vous voulez, vos manières de pratiquer votre sexualité doivent peut-être être reterrestrialisées. Donc ça, c'est la thèse générale, à savoir qu'on a intérêt
à s'étonner de quelque chose qui nous concerne. Et la Terre nous concerne, je vais essayer d'expliquer pourquoi, et elle est étonnante. Et c'est pour ça, je crois, qu'une parole philosophique peut effectivement contribuer à ce processus immense de reterrestrialisation. C'est un processus, pas longtemps j'étais à la radio, à France Inter, et on m'a demandé comment vous qualifieriez finalement la question du changement climatique. Est-ce que c'est une crise? Et après coup, je crois que j'ai mal répondu à ce moment-là, je ne me rappelle plus ce que j'ai répondu, mais je sais qu'après coup, je me suis dit, en fait, c'est un ultimatum civilisationnel. C'est un ultimatum qui nous est adressé. C'est-à-dire où on sait y répondre, et alors quelque chose de notre civilisation peut continuer. Par civilisation, je veux dire, ce à quoi nous sommes attachés, les manières que nous avons de vivre, peuvent se transformer d'une manière continue, pas au prix d'une rupture, d'une destruction complète ou d'une interruption de ces pratiques, mais au prix d'une réinvention. Soit on n'est pas capable d'entendre cet ultimatum, et alors il va y avoir une interruption d'un très grand nombre de ces pratiques, et à vrai dire du sens même que nous donnons à l'existence. Alors, je disais, il faut s'étonner au sujet de la Terre, parce que la Terre, on a l'impression de savoir ce que c'est. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si certaines ou certains parmi vous étaient là lors de la conférence précédente, mais il nous a été dit que la Terre avait deux sens. Alors un premier sens, c'est le sens de planète, au sens copernicien. C'est la planète qui circule dans le système solaire, qui est lui-même un système parmi d'autres, dans une galaxie parmi d'autres, etc. Donc la Terre serait définie par sa position dans le système solaire. C'est le sens astronomique. Bien, on nous a expliqué, à juste titre, qu'il y a un autre sens de la Terre, qui est le sens, on pourrait dire, phénoménologique, dans lequel la Terre, c'est le sol. C'est le sol à partir duquel même nous pouvons éventuellement construire des savoirs astronomiques. Ces savoirs astronomiques ne sont pas hors sol. Ces savoirs astronomiques ne sont construits que depuis la Terre par des terrestres, grâce à des observatoires, grâce à des outils de type mathématique, grâce à des technologies extrêmement coûteuses, aussi au sens écologique du terme, grâce à des programmes spatiaux, etc. Mais tout ça, encore une fois, vient de la Terre, et donc il y a un sens à dire que c'est le sol sur lequel nous vivons. Là où je ne serais plus tout à fait, enfin, disons, j'estime qu'il y a une certaine insuffisance à présenter les choses sur ce espèce de dualisme très classique, vous voyez, d'un côté l'objet scientifique objectif, d'un autre côté l'instance subjective à partir de laquelle nous pouvons percevoir les choses, qui impliquerait, si vous voulez, que la Terre, on aurait une expérience immédiate de la Terre. La Terre, c'est le sol que vous grattez, c'est ce sur quoi vous êtes assis, sur quoi vous pouvez vous allonger, etc. Là où j'aurais une certaine réserve, c'est que, en vérité, ce qu'on appelle la Terre aujourd'hui, en tant que problème existentiel radical, eh bien, vous n'y aurez pas accès simplement en vous allongeant sur le sol. La Terre, on sait que c'est un problème aujourd'hui parce qu'il y a des disciplines scientifiques, notamment les sciences du climat, notamment un certain nombre de disciplines qui appartiennent à ce qu'on appelle les sciences de la vie et de la Terre, qui nous ont appris que l'activité humaine propre à notre civilisation, pour l'appeler comme celle-là, je dis notre, supposez que vous vous sentez identifié à ça, que cette activité a des conséquences sur les cycles biogéochimiques planétaires. Autrement dit, quand Husserl disait « la Terre ne se meut pas », c'était peut-être vrai à son époque. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que la Terre se meut. Et qu'elle se meut beaucoup plus vite que nous. À tel point qu'il y a cette phrase que, parmi d'autres, j'adore, du critique littéraire marxiste américain Frederick Jameson, qui disait « Il est devenu plus facile aujourd'hui d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cycles biogéochimiques, c'est-à-dire le cycle du carbone, le cycle de l'hydrogène, le cycle de l'azote, très important dans un milieu agricole, le cycle de l'eau, tous ce cycle-là sont en train de changer à une très grande vitesse sous l'effet des activités humaines, des activités anthropiques, encore une fois j'insiste, propres à une certaine civilisation, à une certaine manière d'habiter cette Terre. La Terre, c'est pas une sorte de donnée.
La Terre, c'est quelque chose de nouveau. Saint-Just disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Moi, je vous dis « La Terre est une idée neuve dans le monde ». La Terre est quelque chose de récent, d'extrêmement récent. La Terre, c'est ce qui réagit à notre activité d'une manière potentiellement désastreuse, pour ne pas dire apocalyptique. Si on n'avait pas des observatoires dispersés à la surface de la Terre, si on n'avait pas des modèles climatiques extrêmement sophistiqués, que ceux qui les utilisent d'ailleurs ne maîtrisent pas, dont ils ne maîtrisent pas complètement la logique, si nous n'avions pas des grands congrès de scientifiques qui prennent l'avion et qui se retrouvent pour discuter les uns avec les autres, eh bien nous ne saurions pas qu'il y a ce problème. Donc on a un problème de phénoménalité de la Terre. Où est-ce que la Terre apparaît? Comment on perçoit la Terre en tant qu'elle est en train justement de changer et de réagir à nos conditions. Alors, bien sûr, on peut l'apercevoir localement. Si vous êtes vigneron ou vigneronne, peut-être que vous voyez ou pas, ça dépend les endroits, ça dépend les régions, ça dépend les terroirs, probablement, ça dépend même les productions. Vous voyez un certain nombre de transformations dues à des variations climatiques. Vous voyez peut-être un changement dans la biodiversité qui affecte vos sols, qui affecte la pollinisation d'un certain nombre de produits agricoles que vous voulez mettre sur le marché, mais vous ne seriez pas capable de les connecter à un problème planétaire, à un problème global, s'il n'y avait pas ces sciences dispersées, encore une fois, à la surface de la Terre, et qui s'envoient des signaux les uns aux autres, des informations qui les rassemblent en certains endroits, congrès, colloques, articles, etc., pour essayer d'identifier le problème. Donc ma thèse est simple. La Terre, c'est ce qui apparaît dans le problème du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, et plus généralement dans ce qu'on appelle l'ensemble des limites planétaires. Un certain nombre, donc c'est l'Institut de la résilience de Stockholm qui a identifié un certain nombre de limites planétaires qui sont définies par des transformations de ce système global, j'insiste sur le mot global, c'est pas localement que vous pouvez le percevoir, c'est globalement. Ça veut dire que ce qui est en train d'arriver dans un vignoble de Bourgogne, par exemple, eh bien, est la conséquence d'un phénomène qui est le même que ce qui est en train d'arriver, par exemple, à Jakarta, dans lequel on a décidé de déplacer la ville. Une capitale, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une capitale va être déplacée à cause du réchauffement climatique. Ces différents phénomènes dispersés, on ne les comprendrait pas comme les expressions d'un même problème s'il n'y avait pas ces sciences. Alors, quelle est cette entité-là, la Terre? Vous voyez, ça n'est ni la planète de Copernic, ni le sol de Husserl ou de Maurras. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'intérêt donc de la lecture de Bruno Latour, que, en tout cas, ça a représenté pour moi, entre autres choses, il faut bien dire, c'est que justement, il m'a fait comprendre qu'il y avait une entité nouvelle à penser ici. Et il a repris le mot du grand savant britannique, James Lovelock, qui est Gaïa. C'est un mot qui a été très mal compris, parce que quand on a dit Gaïa, on a l'impression que c'est une sorte de gros organisme vivant, comme si la Terre était, comme dans les bandes dessinées ou les dessins animés, vous voyez, une sorte de petit animal, comme ça, qui avait sa petite vie à lui. Bon, en fait, c'est pas ça que Lovelock voulait dire. Lovelock, qui a construit ce concept de Gaïa avec une microbiologiste américaine qui s'appelle Lynn Margulis, Lovelock voulait insister sur un point très simple, à savoir que l'habitabilité de cette planète sur laquelle nous nous trouvons n'est pas une condition de la vie, mais un résultat de la vie. S'il y a de l'oxygène sur la Terre, c'est parce qu'il y a des bactéries, une sorte d'algues, qui ont oxygéné, au départ, au titre simplement d'une pollution, comme par respiration, si vous voulez, qui ont oxygéné cette planète, et ce déchet biologique qui était l'oxygène est devenu en fait une condition d'existence pour d'autres vivants, qui ont eux-mêmes produit aussi donc, de l'oxygène, en tout cas qui l'ont mobilisé, qui ont changé les équilibres chimiques de la Terre. Donc en fait, la Terre, c'est quelque chose qui a une histoire. Ça n'existe qu'à travers une histoire, qui est une histoire d'interaction entre les habitants et les conditions de leur habitabilité.
Donc Gaïa, c'est ça. Gaïa, c'est ce qui résulte de cette interaction. C'est nous qui avons climatisé, nous les vivants, nous les terrestres, c'est nous qui avons climatisé cette planète Terre. Copernic n'a rien à dire sur ça, Husserl n'a rien à dire sur ça. On a besoin de nouveaux instruments, on a besoin de penser. Pas si mauvaise nouvelle finalement, on a besoin de penser. Et là, on a besoin de penser philosophiquement cette affaire, c'est que le type d'entité auquel on a affaire ici est quand même extrêmement étrange. Parce que, en tant que nous sommes, si vous voulez, bon, plus exactement, donc il y a eu les algues il y a 2,5 milliards d'années, mais aujourd'hui, il y a la civilisation industrielle. Et la civilisation industrielle, elle fait pareil, en fait. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et peut-être même dans l'histoire de la Terre tout entière, de Gaïa, en tout cas dans l'histoire de l'humanité, pour la première fois, ce qui nous arrive là, ce qui caractérise notre présent aujourd'hui, eh bien, c'est le fait que nous sommes devenus une force géologique. Ce que nous faisons dans nos vies quotidiennes a un impact au niveau planétaire. Ça n'est jamais arrivé, en fait. Bien sûr, les êtres humains ont transformé leur environnement locaux. Les Amérindiens qui vivaient dans la forêt amazonienne, on le sait bien maintenant, ne vivaient pas dans une forêt dite vierge. Ils jardinaient la forêt. Et l'état de la forêt amazonienne aujourd'hui est le résultat de l'activité de ces êtres humains. Mais cette activité n'avait pas des conséquences sur les cycles biogéochimiques planétaires, globaux. Ça restait local, voire régional. Ça n'était pas global. Aujourd'hui, si vous mangez de la viande, si vous prenez votre voiture pour aller travailler, songez que 50% des véhicules qui sortent aujourd'hui des usines automobiles sont des SUV. Vous voyez comme on a compris qu'il y avait un problème. On en est loin. Bon, si vous prenez votre voiture, mais même n'importe quoi en fait que vous fassiez aujourd'hui, eh bien vous êtes en train de terraformer cette planète. La terraformation, c'est ce qu'on envisage par exemple pour la planète Mars. La terraformation, c'est le fait d'intervenir justement sur des cycles planétaires pour rendre une planète habitable. Bien aujourd'hui, vous, là, nous, chacun d'entre nous, on est en train de terraformer cette planète. Ça n'est jamais arrivé. C'est un événement. Songez la bizarrerie de cet événement. C'est un événement historique, au sens où il appartient à l'histoire humaine. Mais en même temps, c'est un événement géologique ou gaïologique, si vous voulez, au sens où il appartient à ces 5 milliards d'années d'histoire de formation de cette entité qu'est Gaïa. On dit souvent « sauver la planète », etc. Le problème n'est pas de sauver la planète. Le problème est de savoir quelle Terre vous voulez. Le problème n'est pas de sauver la planète, elle va continuer son petit chemin. Certes, il est possible qu'il y ait un tel niveau d'impact en fait, sur les cycles biogéochimiques que l'habitabilité même de cette planète soit remise en cause. Ce n'est pas absolument impossible, enfin c'est quand même pour l'instant très improbable. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a une concurrence entre différents processus de terraformation. Tous les êtres humains ne terraforment pas la Terre de la même manière aujourd'hui. Et c'est là où apparaît la question géopolitique au sens propre du terme, à savoir qu'il y a une dimension de conflit. La manière dont nous vivons aujourd'hui ou dont nous impactons les cycles planétaires a des effets sur des lieux qui sont très éloignés du point de vue géographique de la position où nous nous trouvons. Et pour vous donner un exemple qui vous fera comprendre immédiatement la dimension proprement géopolitique, bon, il y a un certain nombre d'États du Pacifique qui sont constitués d'atolls et avec la montée des eaux, elle-même due au réchauffement climatique, lui-même due à l'activité, disons, industrielle, eh bien ces atolls, ces territoires vont disparaître. On va se retrouver, c'est une première dans l'histoire politique de l'ordre international, avec la question de savoir si un État peut garder une existence, une souveraineté, alors qu'il n'a plus de territoire, et qu'il n'a plus de territoire pour des raisons qui sont dues à l'activité des autres États, bien sûr. Et ça, c'est un problème géopolitique. Il faut des enceintes pour discuter de ça. Des enceintes internationales. Alors, ça, c'est un exemple de ce que j'appelle empiètement. Aujourd'hui, par notre manière d'habiter la Terre, nous empiétons sur d'autres localités terrestres.
On n'a pas besoin d'envoyer des chars dans les atolls du Pacifique pour les détruire. Vladimir Poutine, pour préserver son régime militariste, a besoin d'envoyer des chars pour détruire l'Ukraine. Nous, pour préserver on ne sait pas trop quoi, à vrai dire, nous n'avons pas besoin d'envoyer des chars. Il suffit de continuer à vivre comme nous le faisons. Là, il y a un enjeu géopolitique. C'est pas le seul, bien sûr, vous me direz, des atolls du Pacifique, bon, mais tout le delta du Bangladesh est en question. En fait, toutes les villes côtières, une ville comme Jakarta doit être déplacée, ça a des coûts énormes. Bref, les gens qui ont vécu la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, à juste titre, en fait, peuvent avoir le sentiment d'avoir été attaqués. Avoir été attaqués par d'autres activités humaines. C'est un problème géopolitique. En fait, la Terre, elle est là, elle est dans ces points de conflit, elle est dans ces points de tension entre différents projets de terraformation. Donc si on veut savoir où est la Terre, il ne faut pas croire que c'est très simple, il suffit de regarder les photos de Thomas Pesquet prises depuis la station orbitale. Ça ne vous donnera pas véritablement une image de la Terre. Si vous voulez avoir une phénoménalité, si vous voulez sentir la Terre, il faut aller la chercher partout où il y a ce type de conflit, où il y a ce type de tension. Et je dirais même partout où nous-mêmes nous hésitons, où nous sommes déchirés en quelque sorte, entre des choix qui impliquent précisément différents avenirs pour la Terre. Voilà, donc c'est vous voyez, la Terre, c'est pas un objet facile. C'est pas un objet facile parce que, au fond, on pourrait dire la Terre n'existe que dans ces lieux de conflictualité, de friction, de superposition, d'empiètement. C'est là qu'il y a de la Terre au sens d'un objet qui agit. Donc la Terre, c'est pas, encore une fois, juste un espace. J'ai l'habitude de prendre cette image pour faire comprendre un petit peu ce dont il s'agit. Certes, la Terre, c'est ce dans quoi, sur quoi nous existons, un petit peu comme il y a des acteurs au sein d'un décor de théâtre, sauf que la manière dont nous agissons en ce moment fait que non seulement le décor du théâtre, mais les murs du théâtre, l'édifice du théâtre réagit, il bouge. Autrement dit, la Terre, c'est un agent, ça a une capacité d'action, ça n'est pas juste une chose. C'est le point de départ, à mon avis, pour toute réflexion sur la question de la Terre, et pour éviter précisément peut-être certaines formes subtiles de greenwashing qui consisteraient à croire que la Terre, c'est quelque chose de nourricier, de formidable, à préserver, etc. Non, la Terre n'est pas à préserver, la Terre est à décider. Quelle Terre nous voulons? Bon, alors ça c'est déjà une première manière d'entrer dans la question, c'est où est la Terre, comment la sentir Mais effectivement, mon livre s'appelle Le philosophe, la Terre et le virus. Alors le philosophe, c'est Bruno Latour. Au cas où vous ne le sauriez pas, il existe en France un très 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 grand penseur. Donc le penseur aujourd'hui français, de langue française, qui est le plus lu, le plus traduit, le plus cité dans le monde, s'appelle Bruno Latour. Nous autres Français, qui vivons dans l'âge d'or, perdu parfois des années 60, voire plus loin, des Lumières, on a du mal à se rendre compte effectivement qu'une très grande pensée nous est exactement contemporaine. Donc un des buts de ce livre est d'introduire à cette très grande pensée. Mais je dis toujours, moi je ne suis pas tombé dans la marmite de Latour quand j'étais petit, comme Obélix avec la potion magique. C'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu plus tard. Et ce qui m'a intéressé évidemment dans l'œuvre de Latour, c'est que c'est une œuvre qui est en prise avec un problème, qui nous aide justement à prendre la mesure de ce problème, c'est-à-dire ce qui le rend pour l'instant encore très difficilement pensable. Et ce problème, c'est celui que je viens d'indiquer, c'est le problème effectivement de la Terre. Remarquez que je n'utilise quasiment jamais le mot écologie, encore moins le mot nature. Je pense que le mot de nature nous égare pour penser les problèmes qui sont les nôtres, puisque vous voyez bien que le mot de nature suppose cette opposition entre d'un côté la nature, d'un autre côté la société, culture, d'un côté les réalités données, d'un autre côté les institutions politiques. Et vous voyez bien que ce que j'ai dit sur la Terre fait qu'on ne peut pas garder cette distinction. La Terre n'existe que parce qu'il y a une sorte d'hybridation, que le mot maintenant bien connu d'anthropocène traduit parfaitement. Anthropos, c'est l'être humain, qu'est né, je crois, c'est donc l'air, donc on est
dans une ère géologique, bon, on va dire les géologues en discutent toujours, mais enfin, on est dans une ère géologique déterminée par l'activité humaine. Anthropocène, c'est un mixte, c'est un hybride. C'est pas la nature, notre problème. Notre problème, c'est l'anthropocène. Et j'insiste aussi pour dire que jusqu'à très récemment, les questions écologiques étaient au fond des questions qui étaient liées à la notion d'environnement. Mais la Terre, comme je viens de vous le suggérer, ne nous environne pas. La Terre, elle réagit à notre action. Elle est un partenaire. On danse avec la Terre. Donc, de même que Nietzsche disait que son époque était l'époque de la mort de Dieu, moi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait dire plus précisément notre époque est celle de la naissance de la Terre. Nous avons découvert la Terre. La Terre est quelque chose qui est apparu dans notre histoire. C'est un événement historique, la Terre. C'est pas quelque chose, encore une fois, uniquement une sorte de condition préalable à toute existence humaine. On découvre qu'il y a une condition préalable à toute existence humaine et même bien au-delà de l'être humain, précisément parce qu'il y a ces problèmes liés à l'Anthropocène, dont le réchauffement climatique, mais aussi l'effondrement de la biodiversité, et aussi la pandémie. Le philosophe, la Terre et le virus. Alors évidemment, le virus, eh bien, c'est la pandémie de Covid-19 que nous avons traversée, ou peut-être dans un certain creux duquel nous nous trouvons. Ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que l'expérience de la pandémie est une occasion pour commencer à sentir que nous sommes terrestres. Latour dit atterrir. C'est une manière dont on peut commencer à percevoir que les grandes catégories fondamentales qui étaient les nôtres sont inadéquates pour saisir la situation, comme dirait Sartre, la situation historique dans laquelle nous sommes. Et donc la thèse de mon livre est de dire, il y a une question d'actualité immédiate, qui est celle de la pandémie, qui est en fait une manifestation d'une question d'actualité bien plus grave, vous voyez, qui mélange des temporalités bizarres, qui sont les temporalités de l'histoire humaine d'un côté, les temporalités de l'histoire géologique de l'autre. Et si on arrive à comprendre le lien de l'un à l'autre, on pourra commencer à comprendre le problème. Et pour comprendre le problème, c'est-à-dire à quel point ce problème est compliqué, eh bien, on a intérêt à lire l'œuvre de Latour. C'est ça l'enjeu donc de ce livre, et c'est ça que veut dire Bruno Latour expliqué par l'actualité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'utiliser un philosophe pour nous éclairer sur l'actualité, il s'agit d'utiliser l'actualité pour nous permettre de comprendre un philosophe, ce qui est toujours plus facile en réalité. Enfin, plus facile au fond, plus difficile du point de vue du geste, parce que les gens attendent souvent de la pensée qu'elle leur apporte encore une fois des lumières, des solutions. Moi, je pense qu'il faut attendre encore une fois de la pensée qu'elle nous permette d'intensifier l'incompréhension où nous sommes d'abord de ce qui nous concerne au premier chef, j'insiste, ça nous concerne au premier chef. Alors, quelles sont ces grandes catégories fondamentales qu'il faudrait essayer de réviser? Et pourquoi l'œuvre de Latour, d'une certaine manière, nous y aide? Alors, effectivement, dans mon livre, il y a 5 parties qui correspondent à ces 5 grandes catégories fondamentales qu'il y a lieu de réviser. C'est assez simple, on pourrait dire la première, c'est la question du savoir. Savoir à l'âge de la Terre, c'est autre chose que savoir au XIXe siècle. La manière dont on doit penser l'activité de connaissance doit être transformée. Donc effectivement, c'est ce qu'on appellerait une épistémologie. Il faut reterrestrialiser ou terrestrialiser l'épistémologie. La deuxième, c'est effectivement exister. Exister aujourd'hui apparaît différent de ce que vous voulez vouloir dire exister à l'époque de Descartes, de Diderot ou même d'Auguste Comte. Être n'a pas le même sens. Je vais y revenir évidemment sur toutes ces catégories. C'est l'ontologie. Il faut terrestrialiser l'ontologie. La troisième, on pourrait dire, c'est durer. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une histoire, avoir un temps devant soi, derrière soi? Qu'est-ce que ça veut dire s'insérer dans le temps? Je crois que la catégorie de temps, aujourd'hui, doit être aussi repensée à l'aune de cette question du terrestre comme problème. Et je vous en donne tout de suite juste une indication. Philippe y a fait allusion. L'hypothèse de la fin du monde aujourd'hui n'est plus une hypothèse invraisemblable. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de réintroduire une question de la fin dans notre conception du monde? La quatrième,
c'est la question de ce qu'on pourrait dire coexister. Donc savoir, exister, durer, mais aussi coexister. Qu'est-ce que ça veut dire être ensemble? Être ensemble. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix. Vous ne pouvez pas vous retirer, comme le faisaient certaines populations pour échapper à la domination des États qu'ils ne souhaitaient pas, sur la juridiction desquels ils ne souhaitaient pas se trouver. Vous ne pouvez pas vous réfugier dans des déserts, dans des zones arctiques, dans des hautes montagnes, où que vous alliez, eh bien vous aurez en fait l'impact de l'activité anthropique. Même, il existe des formations géologiques au Venezuela qu'on appelle des tepuis, qui n'avaient jamais été visitées par l'être humain, mais qui sont évidemment affectées de manière très vive par le réchauffement climatique. J'insiste, on n'a pas besoin d'y aller. Et enfin, la dernière, effectivement, c'est lutter. C'est la question géopolitique. Donc, savoir, exister, durer, coexister, lutter. Tout ça, on doit le repenser à l'aune de ce problème. Alors, quelques mots sur la question du savoir. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui des sciences qui seraient devenues terrestres? Ça voudrait dire des sciences qui auraient abandonné l'idée, ou une certaine idée de l'objectivité neutre, en quelque sorte. Ça veut dire que la production de connaissances sur la Terre est elle-même terrestre, comme je l'ai dit. Elle a un impact sur la Terre. On ne produit pas des connaissances sur la Terre sans agir sur cette Terre. On ne peut pas séparer les sciences modernes de l'ensemble des activités modernes, économiques, politiques, sociales, etc. Donc, il va falloir repenser ce que ça veut dire la connaissance. Très concrètement, aujourd'hui, des sciences terrestres, ça veut dire des sciences qui ont compris que des phénomènes qu'on croyait des phénomènes soumis à des lois universelles, en fait, sont souvent très dépendants de, disons, de configurations singulières très précises. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas typique de la santé, qui nous concerne dans cette affaire de pandémie, aujourd'hui, on sait que la manière de réagir aux épidémies en inventant des antibiotiques a un avantage parce qu'elle c'est standard. Vous pouvez les envoyer les mêmes pour tout le monde. Ça a un désavantage parce qu'on a oublié un petit facteur qui est que les entités sur lesquelles on essaye d'agir, elles réagissent. Elles ont une capacité d'initiative par la mutation. Donc aujourd'hui, la question doit être de savoir comment est-ce qu'on peut saisir les agents infectieux de manière beaucoup plus précise. Et là, je vais vous donner un exemple pour moi d'une discipline, d'une biologie terrestrialisée, qui est, donc c'est une anthropologue biologiste qui s'appelle Charlotte Brive, qui travaille sur ces petites entités qu'on appelle des virus bactériophages. Il s'agit de développer des virus qui peuvent attaquer des bactéries. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces bactéries sont adaptées à des virus de manière ultra singulière. Vous ne pouvez pas avoir un type très général de bactéries. Ça dépend même de la mare dans laquelle on s'est trouvé, et évidemment, ça réagit très vite au traitement historique. Donc ça veut dire que les sciences terrestrialisées doivent être des sciences du singulier, très attentives à la variation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des sciences. Ça veut dire qu'il faut dépasser l'opposition entre singularité et universalité pour produire un savoir terrestre. Ça veut dire aussi que le savoir terrestre, encore une fois, il est immanent. C'est de l'intérieur de la Terre. C'est de l'intérieur de la Terre qu'on arrive à produire des connaissances sur la Terre, et donc on ne peut pas s'excepter, comme si on le regardait de loin. On est pris dedans. Bien, je crois que dans la pandémie, on a eu cette expérience de comprendre qu'une certaine vision des sciences comme délivrant des vérités indiscutables sur un monde neutre ne marchait pas, en fait. Et que les sciences, quand on a commencé à ouvrir un peu les laboratoires, on a vu que c'était plein de controverses, plein d'incertitudes, plein d'élaborations, bref, que la science est une création. Il faut comprendre que nous sommes sur la Terre des migrants, que dans notre activité terrestre, nous modifions la Terre. Ça, c'est un fait qui est propre à l'histoire de la Terre en général. Donc il ne s'agit pas d'arrêter un processus. Simplement, la question est de savoir qui va aller plus vite. Est-ce que notre capacité à nous adapter aux changements terrestres que nous produisons sera suffisamment rapide pour préserver le mode d'existence, les modes d'existence auxquels nous tenons, ou si les changements terrestres destructifs que ça engendre seront plus rapides? Est-ce que Elon Musk ira coloniser Mars avant que la Terre détruise la possibilité pour Elon Musk de construire ses fusées? Voilà la question de la fin du monde précise.
Voilà ce qu'on peut demander à un philosophe, c'est préciser en quelque sorte un certain nombre de concepts qui traînent. Dans le livre, il y a aussi ce dépassement nature-culture, cette question de la géopolitique, bref, les catégories dont j'ai parlé, qui sont mises à l'épreuve de cette pensée du terrestre. Voilà donc un petit peu ce que je voulais suggérer pour cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une chose dont je me demande si ça fait partie de la reterrestrialisation, c'est le concept de donner le statut de personne morale à des fleuves, à des montagnes, à des lieux. Et parce que ça, c'est quelque chose qui a l'air de se répandre, de se multiplier. Mais la question que je me pose, c'est si ça rentre dans votre champ de réflexion, c'est comment est-ce qu'on peut décider quelle personne humaine, quel groupe de personnes humaines peut représenter cette personne morale? Déjà, vous avez répondu à la première partie de la question par la deuxième, à savoir qu'on peut toujours attribuer le statut de personne à qui on veut, pour autant qu'on a un représentant qui peut en parler. Et après, effectivement, la question est de savoir quelle est la validité, d'une certaine manière, du dispositif de représentation. Et une proposition que la Tour avait faite depuis très longtemps, en fait, qui était de dire, au fond, ce qu'on appelle les scientifiques, ce sont des représentants des non-humains. C'est-à-dire qu'ils créent des dispositifs, non pas pour dire la vérité sur des choses muettes, mais pour les faire parler. Donc un dispositif expérimental, c'est un dispositif, disons, de captation sensible qui va permettre à des choses de répondre à des questions qu'on leur pose. C'est une manière de voir les sciences, d'une certaine manière, très, à mon avis, très utile aussi pour ça. C'est-à-dire que si on veut avoir une représentation des non-humains, il faut avoir des scientifiques, mais pas que. C'est là où la question du virus et de la pandémie intervient, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est, en fait, si on avait besoin d'avoir un représentant, en quelque sorte, du SARS-CoV-2, déjà, ce serait compliqué parce qu'il mute beaucoup. Enfin, on n'a pas simplement besoin de scientifiques, on aurait besoin aussi d'autres intermédiaires, en quelque sorte, d'autres médiateurs, parce qu'il concerne beaucoup de gens, en fait, ce virus. Et les malades, par exemple, les malades sont aussi des gens qui peuvent, d'une certaine manière, poser des questions à partir de leur expérience de malade sur ce qui les intéresse à eux, quoi, d'une certaine manière. Ça suppose des dispositifs. Ça, c'est fait, par exemple, au propos du sida. Donc, l'association entre des scientifiques, des collectifs de malades, éventuellement, évidemment, aussi des juristes, etc., peut permettre de créer des dispositifs qui existent déjà. Ils sont assez nombreux. Un livre est sorti récemment de l'association... comment s'appelle cette association, enfin bref, c'est sur les droits de la nature et sur la question de la personnalité justement aux fleuves, etc. Alors là, pour les fleuves par exemple, on a mis aussi les habitants. Les habitants de ce fleuve évidemment font partie, mais ils ne devraient pas être les seuls. Il pourrait y avoir aussi des gens qui ont un point de vue hydrologique sur cette question, des géographes. Il pourrait y avoir aussi des gens qui ont un rapport, disons, avec l'eau en tant qu'elle est exploitée, dont il était question. Donc il ne s'agit pas de choisir, comme on avait l'impression parfois dans la conférence d'Olivier Rey tout à l'heure, qu'il s'agissait de choisir. Il ne s'agit pas de choisir, il s'agit d'établir en fait une sorte de négociation dans laquelle on peut tester les représentants, sachant qu'on peut toujours renommer des représentants. Et on peut mettre à l'épreuve les représentants. Et là, c'est très Montesquieu, on est dans le région de Montesquieu, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Il faut qu'il y ait toujours des dispositifs qui permettent de réviser ces choses-là. Voilà, et donc ça, c'est une manière de répondre à ces questions sur le fond de leurs possibilités. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Après, comment le faire? Il y a le risque de le faire de manière très autoritaire, encore une fois. Il y a une manière de le faire qui serait moins autoritaire. Après, la question, c'est est-ce que c'est utile? On a besoin d'attribuer la notion de personne. Vous savez peut-être que la notion de personne a été inventée au départ, non pas du tout pour la personne humaine, mais pour des communautés de moines. La persona ficta était en fait une entité abstraite. Elle a toujours été une entité abstraite. Personne n'est par nature une personne. Et donc on pourrait très bien le faire. Est-ce que c'est utile? Bon, moi je crois que oui, c'est utile, parce que justement ça oblige à ouvrir l'espace des négociations. C'est ça l'utilité pour moi de la notion aujourd'hui de personne attribuée à des entités non humaines, que ce soit des fleuves, que ce soit des microbes, que ce soit des bâtiments, que ce soit... Bref, il y a plein d'entités auxquelles on peut penser, mais je pense que c'est effectivement... ça fait partie du projet de reterrestrialisation, je crois, pour cette raison même. Vous voyez, c'est pas une raison métaphysique abstraite, c'est une raison très concrète, c'est une manière de... Enfin, c'est aussi métaphysique, c'est une manière d'être fidèle à ce qu'est la Terre aujourd'hui, c'est-à-dire un espace à négocier.
Est-ce qu'il y a des terrestres qui ont des questions posées à la Terre? Oui. Oui, merci de cet exposé. Il y a quelque chose quand même que j'aimerais qu'il soit discuté plus précisément, si c'est possible. C'est la différence entre, enfin, comment vous différenciez la terre et la nature? Parce que je pense qu'une des solutions auxquelles nous sommes obligés aujourd'hui de réfléchir, c'est que les êtres humains, comme tous les vivants sur Terre, font partie de la nature. Et que jusqu'à maintenant, il y avait une opposition depuis l'apparition de l'Homo sapiens entre l'Homo sapiens et la nature qui était plus forte que cet Homo sapiens qui se découvrait mortel, etc. Et donc, il y a une réflexion, je crois vraiment, par rapport à la nature, plus que à simplement la Terre, considérée comme un objet figé, certes vivant, dans l'hypothèse Gaïa, mais enfin, il ne faudrait pas non plus opposer Homo sapiens à la Terre, comme jusqu'à maintenant Homo sapiens a été opposé à la nature. Enfin, voilà, oui. C'est un peu ce à quoi j'aimerais... Oui, moi je pense d'abord la nature, ça c'est toujours pareil en philosophie, ça dépend comment on construit les concepts, c'est-à-dire on définit les mots. Mais je pense que la nature inclut bien plus de choses que la Terre. La nature, si on entend par là, il y a plusieurs définitions possibles, mais si c'est l'ensemble de ce que les sciences de la nature nous découvrent, après tout c'est pas une mauvaise définition, ça inclut plein d'entités dans l'univers, alors que la Terre est un objet beaucoup plus spécifique et comme je l'ai dit, c'est pas juste la planète. C'est une première réponse. En plus, la nature, la notion de nature, donc on a l'impression qu'on est dans la nature. Or moi, je pense qu'on n'est pas dans la nature, on n'est même pas sur Terre, on est à Terre. De la même manière, si vous voulez, que Heidegger disait que le type d'entité que nous étions, c'était un être au monde, dont l'essence même est d'exister, c'est-à-dire de s'ouvrir au monde, d'agir dans le monde. Ben, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait dire qu'on est à Terre, c'est-à-dire que le fait d'être pris dans des processus terrestres définit le genre d'être que nous sommes, le genre de réalité qui est la nôtre. Quand on dit nature, en général, on l'oppose à culture. Hein. La nature, c'est ce dans quoi, voilà. Donc là, c'est un mot qui est pas très pratique pour nous. Et j'insiste, le mot nature, en particulier quand il a été utilisé par l'écologie, c'était supposé beaucoup cette distinction, oui, nature-culture, nature-technique, nature-humanité. Et en fait, de ce point de vue-là, Latour a raison. Il avait écrit un livre qui s'appelait Politique de la nature, où il disait l'écologie politique suppose d'abandonner le concept de nature. Pourquoi? Parce qu'au fond, les questions écologiques ne naissent qu'avec des entités qui sont hybrides, des déchets radioactifs. C'est naturel ou c'est humain? Le SRAS-CoV-2, c'est naturel ou c'est humain? Et à vrai dire, un téléphone comme ça, c'est naturel ou c'est humain? Les microplastiques qui sont désormais partout, c'est naturel ou c'est humain? Bref, en fait, les questions écologiques sont liées justement au fait qu'il n'y a pas cette séparation. Il y avait un très beau mot pour ça, il parlait d'objets chevelus. Ils n'arrivent pas, ils ne sont pas nets, quoi. Donc, bon, déjà, c'est une raison pour être un peu méfiant à l'égard du concept de nature, mais surtout, moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est pas la nature. On a toujours eu des problèmes avec la nature. La nature, on peut avoir des problèmes locaux avec la nature. Si on pollue une rivière, on a un problème avec la nature. Mais le problème auquel on est confronté aujourd'hui, ce qui fait le caractère absolu de ce problème, c'est son caractère planétaire. Parce que there's no exit, quoi. On va pas sortir. Alors que si vous avez pollué une planète, comme les modernes l'ont fait dans toute leur histoire depuis plusieurs siècles, on se déplace. On ruine un endroit et on se déplace. Mais aujourd'hui, on ne peut plus aller ailleurs, en fait. Donc le vrai problème, c'est la Terre. C'est pas la nature. C'est la question du terrestre qui est véritablement la pointe aiguë de nos inquiétudes et de nos enjeux. Je ne sais pas si je réponds à vos questions d'une manière satisfaisante, mais voilà. En tout cas, moi, je pense qu'il faut promouvoir le concept de terre
comme non exact de notre problème. Notre problème n'est pas notre relation à la nature. Notre problème est notre condition terrestre et comment on active notre condition terrestre. Comment penser la lutte? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que je dois la penser d'un point de vue individuel, c'est-à-dire je fais attention au tri, je fais attention à ne pas prendre l'avion, je fais attention à toute une série de choses que je peux moi-même agir tout de suite et être terrestre, mais en même temps que j'agis tout ça, en même temps que je fais comme je peux pour être terrestre, de l'autre côté, il y a une guerre qui fait que si je prends, je sais pas, 10 avions, ça vaut comme une demi-journée de guerre. Donc, comment penser collectivement, au niveau des infrastructures, cette question, pour que ce n'est pas seulement une prise de conscience, si je comprends bien ce que tu veux dire, mais c'est une action continue. Donc, comment tu penses, si tu peux développer ton 5e point? Voilà. Merci. Non, je pense aujourd'hui qu'il est clair en fait que s'il n'y a pas d'institution de cette reterrestrialisation, il n'y a pas d'espoir en fait. Et donc c'est bien les institutions, pas simplement d'ailleurs les institutions politiques, mais les institutions économiques. On voit bien que donc, même la science économique elle-même n'intègre pas ce qu'on appelle ses externalités. La comptabilité sauvera notre condition terrestre, non pas la planète, mais notre condition terrestre. Parce que si on prend, si on fait payer ce que coûte véritablement un transport aérien, bon, bah déjà, on aura au moins une meilleure perception de cette condition terrestre. Donc je crois qu'aujourd'hui, effectivement, l'enjeu, il est en effet au niveau politique, au sens des institutions d'une manière générale. Et bon, la question effectivement de la guerre est au cœur de ces affaires parce que plus la Terre va imposer sa réaction à nos actions, plus les modes de vie qui sont les nôtres aujourd'hui vont être bouleversés très rapidement, ce qui risque de provoquer pour le coup des crises. Peut-être déjà le cas en fait. Et ces crises vont engendrer des conflits. Et le véritable, je crois, le plus grand danger dans l'immédiat, enfin à relativement court terme, c'est les guerres climatiques, effectivement, les guerres d'appropriation du sol. Bon, la guerre en Ukraine aujourd'hui est presque un cas d'école, quoi, d'une certaine manière, parce qu'on voit bien que c'est la même chose qui permet à Vladimir Poutine de croire qu'il peut envahir l'Ukraine parce qu'il y a une telle dépendance à l'égard des hydrocarbures, en particulier donc de l'Europe, et qui fait que le réchauffement climatique se produit, l'exploitation de ces hydrocarbures. Donc la transition énergétique n'est pas simplement quelque chose comme une manière de prendre en compte notre condition terrestre, mais aussi de se donner des marges de manœuvre, en fait, dans un monde qui se resserre et dans lequel les interdépendances deviennent plus dangereuses, d'une certaine manière. Donc, sur ces deux plans, mon pari, je ne sais pas s'il il sera vérifié par l'histoire, mais c'est encore une fois le même que Montaigne. C'est le pari de la diplomatie. C'est le pari d'une certaine forme de douceur dans la raison. Une exigence d'essayer de faire comprendre la gravité du problème, que ce problème est un problème qui concerne chacun d'entre nous, il nous divise. Chacun est divisé, pas simplement les territoires nationaux, mais nous sommes divisés entre un choix et un autre. On est à la fois en train d'aggraver le réchauffement climatique par certaines choses, au contraire peut-être de commencer à le mitiger, voire à s'y adapter par d'autres. Et donc déjà, faire rentrer ce problème dans les consciences, dans les corps, dans les manières de faire en sorte que des gestes qui étaient jusque-là évidents cessent d'être évidents. Que prendre des antibiotiques devienne problématique, que prendre un avion devienne problématique, que manger de la viande devienne problématique, mais que aussi avoir, par exemple, des gouvernements qui promettent la transition écologique et qui la font pas deviennent insupportables. Insupportables, en fait. Pas embêtants, insupportables. Révoltants. Donc que les choses qui nous paraissent couler ne coulent plus, d'une certaine manière. Et bon, c'est un travail culturel de très longue haleine. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. La question que moi, je voulais porter aujourd'hui, c'est que ces
ces phénomènes d'actualité que nous lisons dans les journaux, nous voyons à la télé ou nous écoutons à la radio, est-ce qu'ils ont une résonance philosophique? Et ma réponse est oui. La résonance philosophique, c'est qu'elle nous oblige à prendre conscience à chaque fois, dans chacune de ces instances, de notre condition terrestre. Et ça, c'est un travail, encore une fois, de la pensée très important, et c'est ma modeste contribution à cet énorme ultimatum civilisationnel. C'est faire en sorte qu'on prenne conscience du caractère existentiel de cette question qui nous est adressée par la Terre. Ça nous aidera, je crois, je l'espère, à nous préparer à faire les gestes nécessaires pour qu'on puisse l'aborder de manière moins brutale.